La session d'aujourd'hui va porter sur les profils chercheurs et chercheuses dans le Web of Science. Dans le Web of Science, il y a quelque temps, on avait fait une session sur la recherche sur un sujet. Là, ce sur quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est la gestion de votre profil. Alors, avant de le gérer, la création de votre profil, il y a plein de questions autour de l'intérêt de ce profil. Pourquoi c'est important d'avoir un profil en ligne? Pour faire simple, c'est un petit peu votre carte de visite et c'est là où vous allez pouvoir gagner en visibilité. C'est aussi une façon de trouver des experts, beaucoup, enfin, différents types d'utilisateurs. Je pense aux universités, mais aussi agences de financement, les journaux, l'industrie vont regarder les données des publications scientifiques, dont les auteurs, des profils chercheurs, pour avoir une idée de qui est actif. Un petit peu la semaine précédente, c'était la semaine précédente, pas la semaine dernière, sur la formation sur le Web of Science, où je vous avais parlé un petit peu de la cartographie. Quand on fait une recherche sur un sujet, on s'intéresse à qui travaille sur le sujet. Peut-être que je peux travailler, je peux collaborer avec cette personne, je peux la recruter, ou je peux avoir une idée de, OK, ce sont mes concurrents, surtout quand on parle d'industrie. Donc c'est important d'avoir ces données en ligne. Alors l'agenda est le suivant, on va parler des défis liés à la recherche de contenu pour un auteur spécifique. Pas mal de problèmes sur ces questions quand on s'intéresse à je veux trouver les publications d'un chercheur spécifique. Ensuite, on va parler des avantages pour les chercheurs, les avantages d'avoir un profil. Ensuite, on a d'autres types d'utilisateurs, ce qu'on appelle les utilisateurs internes et externes. Interne, ça va être quelqu'un de votre propre université, de votre département, ça peut être la présidence. Et quelqu'un externe, c'est quelqu'un qui vous connaît pas du tout, qui n'a pas du tout la même affiliation que vous. Ensuite, très brièvement, je parlerai de ce qu'on appelle le Researcher API, donc qui est une façon de récupérer ces données de manière avec des programmes, avec des scripts, ou de manière automatisée. Et enfin, je vous montrerai dans la plateforme comment tout ça fonctionne. Alors, dans le Web of Science, il y a eu pas mal de changements sur comment on avait à l'époque le Researcher ID. Ensuite, on a participé au développement de ORCID. Le code source de Researcher ID est à l'origine de la plateforme ORCID ou ORCID. Mais les défis qu'on rencontre quand on cherche des noms d'auteurs, quand on cherche les publications sur les noms d'auteurs, bah, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de noms communs. Ça, c'est une cartographie que vous pouvez retrouver sur Internet où, en gros, on va lister les noms les plus communs pour chaque pays. Alors, pour le Maroc, on a Alaoui. Si je prends le Brésil, on a Da Silva. Euh, États-Unis, Canada, Australie, c'est Smith. En France, c'est Martin. En Espagne, c'est Garcia. En Russie, c'est Ivanova. Donc, on va avoir des noms très communs selon chaque pays. En Égypte, Mohamed, il y a énormément de gens qui s'appellent Mohamed. Donc le problème, c'est si on fait une recherche sur le nom d'auteur, on va potentiellement trouver plein de publications, mais qui ne sont pas forcément publiées par la personne qui nous intéresse. On a fait, par exemple, si on recherche sur Wang, Wang, c'est un nom chinois très commun, on trouve 2,9 millions de publications. Alors, clairement, c'est pas toutes les publications d'une seule personne. Donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'un même auteur peut publier sous différents noms. Donc, c'est là où on a la synonymie. Donc, on a la polysémie, c'est différents auteurs qui portent le même nom. On a deux Alaoui et Mohamed, par exemple. Mais on a aussi un même auteur qui peut publier avec des noms différents. Par exemple, on va traduire différemment les noms qui ne sont pas anglais. Ok, si je prends Abdullah, vous allez avoir différentes orthographes de Abdullah. Abdullah, Abdullah avec un E, et ainsi de suite. Il y en a, ils ne mettent pas le H à la fin. Donc, il peut y avoir aussi des fautes d'orthographe.
des changements de nom et des noms de plumes. Alors, changement de nom, je pense au nom composé, par exemple, quelqu'un, une femme qui se marie, qui prend le nom d'époux ou qui ajoute le nom de l'époux à son nom. On a aussi les noms de plumes, donc là, c'est des noms qui sont empruntés par les auteurs. Et on a aussi différentes versions d'un nom personnel, que ce soit complet ou abrégé. Donc là, tout ça pour dire que c'est compliqué de gérer les noms de tous les chercheurs de la planète. Alors, il y a différentes façons de surmonter ces difficultés. Il y en a deux grandes. La première, c'est d'assigner des identifiants d'auteurs. Donc, on appelle ça un Author Identifier. Dans le Web of Science, on l'appelle Researcher ID. On a aussi le ORCID. Il y a différentes plateformes qui proposent des identifiants uniques comme ça. Et en fait, ce que ça fait, c'est que, bon, il y a tout un historique. À la base, c'était Researcher ID. Ensuite, il y a eu l'acquisition de la plateforme Publons qui a fusionné avec Researcher ID. Et ça a donné le Web of Science Researcher ID. Maintenant, aujourd'hui, toutes les notices d'auteur ou les profils d'auteur, ensuite, on va parler des profils d'auteur validés ou non, qui ont été revendiqués par les auteurs, ont un identifiant. C'est un peu comme un numéro de passeport. Ok. Ensuite, il y a une deuxième façon de surmonter ces difficultés, c'est des algorithmes. Donc là, c'est clairement de l'intelligence artificielle. On a de l'intelligence artificielle partout, mais là, c'est des algorithmes de similarité ou de clustering. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend toutes les données sur lesquelles on a de la connaissance, par exemple le nom, le prénom, l'adresse mail, l'affiliation, les réseaux d'auteurs, le domaine, l'affiliation ou les affiliations. Et en gros, on va prendre tous ces points de données, on en a 40, on va utiliser aussi les citations, les références, et on va grouper les, les identités par similarité. On va dire ce Mohamed Alaoui et celui-là sont très similaires parce que je vois qu'il est affilié à Qadariyat, je vois que c'est quelqu'un qui est actif en mathématiques, je vois, et là c'est une information qui est très forte, l'adresse mail de l'auteur, c'est la même. Donc à partir du moment où là, donc c'est un système de scoring, en fait, on va avoir des points qui sont attribués et on va regrouper les identités de- d'auteurs et on va leur assigner automatiquement un identifiant. En gros, ici, on facilite la tâche aux chercheurs pour aller dans le Web of Science et voir qu'il y a déjà un profil qui a été créé. Alors des fois deux, quand l'algorithme n'était pas à 100% sûr, il n'est pas à 100% certain. Et donc ce qu'on fait ici, c'est que on va créer une entité, une entité ou une identité et vous, vous allez pouvoir les fusionner. Ok. Et donc ces notices, elles peuvent être validées et même corrigées par tous les auteurs. Alors, je vais vous montrer ensuite quelques exemples. Ici, on a un exemple d'un profil qui est assez complet. Alors déjà, il y a la photo. Donc on sait que la personne, elle a été dans la plateforme Web of Science, elle a téléversé sa photo. On n'avait pas sa photo, nous, à la base. Ok. On a la petite coche verte. Et la petite coche verte ici, elle permet de voir si le profil a été revendiqué ou voilà, vérifié par la personne elle-même. Après, on va parler du profil, mais il y a plein d'informations. Il y a les publications, il y a l'examen par les pairs, il y a le réseau d'auteurs, de co-auteurs, pardon, les statistiques sur le premier, euh, combien de fois elle a été premier auteur ou dernier auteur ou auteur correspondant, l'historique des affiliations, et elle a même synchronisé avec ORCID, je vais revenir là-dessus. Après, on a le rapport de citation, l'indice H, et ainsi de suite. Donc, plein d'indicateurs. C'est ce que je dis ici. En gros, on a les publications indexées et non indexées, les évaluations par les pairs qui ont été effectuées par cet auteur. Donc, c'est un tableau de bord assez complet. On peut même lister aussi les awards, les récompenses, les noms, affiliations, qui sont aussi modifiables. On peut synchroniser avec ORCID. Je vous, je vous suggère, je vous conseille de faire ça, c'est très utile. Et ensuite, on a la possibilité aussi d'avoir une version gratuite publique du profil. Alors, c'est quoi l'avantage? Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un profil dans le Web of Science? Donc, un profil validé ou claimed en anglais, il y a des différences. Donc là, on le voit par exemple, cette chercheuse, elle avait créé son profil en 2011. Donc ça, c'était l'ancienne façon de faire.
Et on voit déjà les différents noms. Ok. Les domaines, elle a synchronisé avec ORCID et les adresses avec les affiliations avec lesquelles cet auteur a publié. Donc il y avait aussi à partir de 2022, début 2022, on a créé des identités de manière algorithmique, mais c'est des identifiants provisoires. Idéalement, vous, si vous avez déjà des publications, euh, vous allez trouver des profils comme ça qui ont été générés de manière algorithmique. La question que je reçois souvent, qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je peux créer un profil même si je n'ai pas encore de publication? La réponse est oui. Moi, c'était mon cas. J'ai créé mon profil en 2014. Ma première publication, elle arrive que bien après. L'idée, c'est que même si vous n'avez pas encore de publication, vous pouvez quand même être actif, que ce soit les examens par les pairs, même renseigner votre affiliation, au moins vous existez dans la base, même si vous n'avez pas encore de publication. Ok. Et d'ailleurs, quand on crée un profil, c'est aussi ce profil qui vous permet d'utiliser toutes les ressources électroniques à distance. On parlera dans le prochain module de Journal Search Report, de EndNote Online, de Insights. Donc, on va parler de ces différentes plateformes. Donc, c'est aussi ça l'intérêt. OK. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que je devrais valider ma notice d'auteur? OK. Pourquoi on fait ça? L'idée, c'est déjà, l'algorithme, il n'est pas parfait. Donc, la liste des publications n'est pas vérifiée. À partir du moment où vous revendiquez ou validez votre profil, vous pouvez aussi synchroniser avec ORCID. Les profils qui ont été générés de manière algorithmique n'incluent que les publications indexées dans le Web of Science, alors que vous pouvez ajouter des publications même si elles ne sont pas indexées dans le Web of Science. Et un profil qui n'a pas été validé, il est limité en termes d'informations. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'informations sur les personnes avec qui vous avez travaillé ou co-publié, les co-auteurs. Aucune activité de révision par les pairs ou d'édition, donc ce qu'on appelle les comités de lecture. Vous ne pouvez pas ajouter votre photo, on n'a pas votre photo. Vous ne pouvez pas télécharger ça sous forme de CV. Il n'y a pas de recommandations personnalisées sur les publications, les auteurs et ainsi de suite. Ok. Euh, et aussi, l'idée, c'est de pouvoir contrôler aussi euh, comment vous voulez rendre, comment comment vous voulez rendre votre profil visible aux yeux de tous. Alors, je vais vous montrer, on va aller dans le détail ici. On a donc le nom, l'identifiant, elle est synchronisée avec ORCID, 475 publications, elle a fait des examens par les pairs, des examens de manuscrits, elle a participé aux examens de manuscrits, les a ajoutés à son profil. Et l'idée ici, c'est de présenter ce que vous faites, mais aussi de montrer l'impact de vos différents types d'activités. Pas que les publications, mais aussi les examens de manuscrits, donc typiquement un comité de lecture. Voilà. À partir de ça, quand on a des données, on a d'autres algorithmes qui, eux, vont pouvoir vous suggérer d'autres personnes qui sont actifs sur les mêmes sujets que vous. Également des publications. Et ces types d'informations vont pouvoir vous aider quand vous utilisez le Web of Science. Alors, moi, ce que je vous recommande aussi, c'est d'opter pour les mises à jour automatiques de votre fiche d'auteur. Alors, comment on fait ça? C'est relativement simple. Il y a un réglage où vous pouvez cocher et dire à partir du moment où le Web of Science trouve ou identifie une publication qui correspond à mon adresse mail, il l'ajoute automatiquement à mon profil. Ensuite, je l'ai dit plusieurs fois, indiquez votre identifiant ORCID. Et là, vous allez pouvoir synchroniser. Moi, typiquement, quand j'envoie un manuscrit à un journal ou même une conférence, je mets l'identifiant ORCID. L'éditeur va travailler avec ORCID pour mettre à jour les profils. Et ensuite, ORCID va mettre à jour le Web of Science. OK. J'utilise la même adresse mail aussi. Comme ça, tout est ajouté automatiquement à mon profil. Alors, on peut aussi recevoir des recommandations pour ceux qui ont accès à Pivot RP pour les conférences auxquelles vous pourriez être intéressé à participer. Et aussi, quand on a un profil,
C'est une question qui m'avait été posée dans une session précédente. Comment je deviens examinateur de manuscrits? Comment je fais, comment je participe à des comités de lecture de manuscrits? On peut suggérer et indiquer notre intérêt pour effectuer l'évaluation par les pairs. Et donc là, après, il y a des journaux qui sont partenaires avec le Web of Science qui utilisent et qui vont utiliser ces données, qui vont pouvoir vous inviter pour faire l'examen de manuscrit. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a d'autres avantages quand on a un profil. Ça veut dire qu'on a votre adresse mail. Vous pouvez recevoir des alertes. Par exemple, quand vos publications sont citées, quand quelqu'un d'autre que vous connaissez, un collègue, votre encadrant, un professeur, un expert dans le domaine, il est cité aussi. Et quand vous faites une requête et que vous voulez sauvegarder la requête, vous pouvez aussi recevoir des alertes. Et ça, vous allez avoir ça sur la page d'accueil. Vous verrez, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Il y a des raccourcis pour accéder directement à votre tableau. Alors, la mise à jour automatique, c'est fait par défaut. OK. Vous pouvez le désactiver si vous le voulez. Et c'est une bonne façon de garder à jour ou de mettre à jour automatiquement votre profil. Alors ça fonctionne que pour les profils qui ont déjà des publications dans le Web of Science Core Collection. Pourquoi? Parce que l'algorithme qu'on utilise s'appuie sur les métadonnées qu'on a dans le Web of Science Core Collection. Typiquement, ce qu'on appelle les journaux indexés, conférences indexées, livres, chapitres de livres indexés. Ok. Alors même si on peut cocher automatiquement, il fonctionne par étapes, donc ça prend quelques jours avant de voir la publication dans votre profil. Et vous recevez une alerte comme quoi votre profil a été mis à jour. Donc vous recevez un email. Ok. Alors, comment ça marche? Ça a été mentionné tout à l'heure ici. Vous allez dans préférences de publication. On a ce petit bouton à activer ou à cocher. Donc encore une fois, ça prend un petit peu de temps. Et ici, par exemple, il y a une capture d'écran d'un chercheur. 3 publications ont été ajoutées automatiquement au profil. Et ensuite, on le verra, il y a une petite distinction. Ici, là, c'est écrit auto-added. Donc, ça a été ajouté automatiquement. Ok. Alors ça, c'est pour vous. C'est les avantages pour vous. C'est l'utilisateur, c'est le chercheur, la chercheuse en personne qui gère son profil. C'est quoi les avantages pour les autres utilisateurs? Donc, interne, externe. Interne, ça peut être par exemple le chef de département. Ça peut être la présidence, l'administration. Ok. Dans mon université, moi par exemple, on est obligé d'avoir un identifiant. Sinon, on n'existe pas. Parce que le management, ils vont pas s'amuser à récupérer les publications une par une ou à vous demander de leur envoyer les publications. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la base, ils mettent la liste d'identifiants de chaque équipe ou des chercheurs de l'université pour récupérer et avoir une idée des publications de l'institution. Donc ça, c'est les utilisateurs internes. Externes, je vous donne un exemple, ça peut être par exemple le ministère. CNRST, on imagine, on a 50 000, 60 000 chercheurs, on a la liste de tous les identifiants. Au lieu de faire une recherche par nom, par institution, on renseigne tous les identifiants et on récupère toutes les publications pour chaque identifiant. Donc ça peut être le ministère, mais ça peut être quelqu'un qui est même pas au Maroc. Ça peut être par exemple l'industrie. Je sais pas, moi par exemple, je pense à l'OCP et ils cherchent des experts actifs au Maroc ou même à l'international sur des questions liées aux phosphates, je sais pas moi, aux batteries, aux engrais et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une recherche sur des mots-clés, ils font une analyse par chercheur et ils vont pas se casser la tête à regarder les noms. Ce qu'ils font, c'est est-ce que le profil il existe dans la base? Est-ce que dans la plateforme, je trouve des chercheurs actifs sur le domaine. Ok. Donc, euh, donc ça, ce type de chercheurs externes. Ça peut être l'industrie à l'étranger qui cherche des experts dans des domaines particuliers et ils cherchent quelqu'un qui vont aller recruter. Ok. Donc l'idée, c'est
de pouvoir, donc ça c'est les administrateurs, les bibliothécaires bien sûr, on peut demander des corrections, une notice d'auteur, et on peut partager les profils. Encore une fois, les profils, il y a des versions publiques des profils. Ça a été mentionné tout à l'heure par Touria, quand on accède au Web of Science, il y a différents niveaux d'utilisateurs. On a un accès libre, c'est une version gratuite, là on n'a même pas besoin d'abonnement, on n'a pas besoin de s'abonner au Web of Science, et on voit quand même des informations sur les chercheurs, l'identifiant, l'évaluation par les pairs, indicateurs de publication, publication aussi récentes. Si on n'est pas abonné au Web of Science, mais qu'on a créé un compte, donc ça c'est un autre niveau, donc on appelle ça un accès enregistré sans abonnement, on peut créer le profil et on peut chercher donc des chercheurs et consulter la liste complète des publications, alors qu'ici c'est les 10 dernières ou les 10 récentes, donc c'est limité. Ensuite, on a votre cas où vous avez un abonnement, donc là vous avez l'abonnement via l'IMIS CNRST, et là on a la version complète, c'est la version complète du profil. Donc là on peut chercher des chercheurs, mais on a plus d'informations. Réseau de co-auteurs, l'analyse de la position de l'auteur, rapport des citations, on peut exporter le profil, on a ce qu'on appelle Author Impact Beamplot, je vais vous montrer dans un instant à quoi ça ressemble, et on a aussi les répartitions géographiques des citations. Alors, il y a différents types de personnes qui utilisent ces données. Il y a les agences de financement. D'ailleurs, souvent, c'est un prérequis. Il faut avoir un identifiant. Si vous ne l'avez pas, ils vont vous demander de créer un profil parce que eux, derrière, ils vont faire des analyses sur les chercheurs qu'ils ont financés. Ensuite, on a les évaluateurs, que ce soit au niveau des bailleurs de fonds, mais aussi au niveau des journaux. Donc, les notices d'auteur alimentent Insights. Ça sera le dernier module en décembre, qui permettent de comparer de faire des analyses au niveau des chercheurs. C'est ce qu'on dit ici, par exemple, les meilleurs chercheurs, les chercheurs les plus influents, les plus actifs, les plus productifs, ceux qui collaborent le plus avec l'industrie, ceux qui reçoivent le plus de financement. Tout ça, on utilise les profils chercheurs. Si vous n'avez pas de profil chercheur, vous n'existez pas dans Web of Science, vous n'existez pas dans Insights, et c'est dommage, vous perdez en visibilité. Et ensuite, on a les éditeurs qui, eux, aussi, vont utiliser ces données pour identifier des évaluateurs potentiels, et on peut évaluer les chercheurs en fonction de la durée de leur carrière, impact normalisé, etc. Alors ça, c'est des exemples de 3 collègues, Clarivate. Ils ont des publications. On voit leur affiliation, le nombre de citations qu'ils ont cumulées, l'indice H et l'indice H sans autocitation. OK. Et ensuite, on a aussi des citations de brevets. Donc, qui reçoit des citations de brevets. Encore une fois, ça, là, c'est les noms depuis leur profil. Alors très rapidement, ça ne vous concerne pas directement, mais il y a une façon de récupérer ces données de manière informatique, automatisée, avec des API. On a une API qui existe aussi qui permet de récupérer toutes les informations relatives au profil, c'est-à-dire son identifiant, le nombre de publications, les réseaux de co-auteurs, l'indice H et ainsi de suite. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comment on l'utilise directement dans la plateforme. Alors, je vais dans Web of Science. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, bon, là, je suis automatiquement connecté. Si ce n'est pas le cas, vous accédez au Web of Science depuis ressources.imist.ma. On partagera le lien dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, ce qu'on fait, vous accédez au Web of Science, donc il vous faut un compte institutionnel. Vous accédez au Web of Science et ensuite vous créez un profil ici. Donc vous allez faire Sign in, Register. C'est une inscription avec votre adresse mail et ça va vous créer un profil. Alors, je ne vais pas faire de recherche de littérature aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chercheurs. Ok. Avant de faire une recherche sur les chercheurs, donc une bonne façon de voir si vous avez l'accès complet, c'est est-ce que vous pouvez faire une recherche sur Documents. Si c'est le cas, c'est bon, vous avez accès à la version complète. Si ce n'est pas le cas, il faut vous connecter de nouveau depuis ressources.imis.ma. Alors, avant de faire une recherche de chercheur et de vous montrer un profil, vous allez voir ici les différentes recherches. Ça, c'est ce qu'on avait fait il y a quelques temps, le 9 octobre, donc il y a une dizaine de jours. Donc déjà,
vu que je suis connecté, ça c'est les dernières requêtes, je peux partir dans l'historique. Je peux descendre ici. Donc là, il y a une recommandation de publication par rapport à mes publications. OK. Ensuite, on a des conférences, parce que j'ai accès à Pivot RP. Donc ça, c'est des conférences dans mon domaine. Et ensuite, on a le Web of Science me dit que ça, c'est aussi des gens qui partagent le même type d'expertise que moi. Donc, bon, il y en a que je connais, il y en a que je connais moins, il y en a que je connais personnellement. Donc là, c'est plutôt pas mal et je peux voir de nouveau leur profil. Donc ça, c'est aussi des personnes qui gèrent leur profil dans le Web of Science. Ensuite, on a les alertes. Donc là, par exemple, j'ai reçu une alerte de citation pour une de mes publications. Donc voilà, ces auteurs-là citent, ça c'est ma publication. Ok. Donc pour ça, il faut euh, bien sûr euh, avoir un profil. Ok. Donc ça c'est la page d'accueil. Ensuite, pardon, je vais revenir sur le Web of Science. Le profil, vous avez deux façons d'y accéder. Alors soit sur le menu ici, vous allez voir profil. Et ici, vous allez pouvoir aussi gérer vos paramètres. Alors, ce que je vais faire dans mon profil, je vais vous montrer My Profile. OK. Donc là, on a aussi fait on a aussi fait des changements récemment sur l'intégration avec Orchid. Je ne vais pas le faire tout de suite. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. OK, donc later. Donc là, ici, on a mon identifiant, donc que j'ai créé en 2014. Et j'ai une synchronisation avec Orchid. Je vais vous montrer comment on fait ça. Alors moi, je m'efforce toujours de publier avec le même nom. Euh, donc ça, c'est le nom avec lequel j'ai toujours publié. Donc moi, j'ai pas différents variants. Les institutions, donc Clarivate et l'Université de Leiden, et mes disciplines, donc informatique, sciences de l'information, les topics sur lesquels j'ai travaillé, carrière de chercheur, bibliométrie, etc. Mes publications, donc j'en ai 12. Et on a ici donc quelques métriques. Donc on a l'indice H, le nombre de citations reçues. On peut faire un rapport d'autocitation aussi. Voilà, le nombre de citations, citations sans autocitation, les tendances et ainsi de suite. Ok, donc là on a le breakdown. Donc ça c'est ce qui est disponible au niveau de la notice. On a les articles, d'accord? Donc avec les sources, les citations qui vont avec. Et avant de parler des examens par les pairs, on a aussi ce qu'on appelle un beam plot. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Avant ça, statistiques, combien de fois, la proportion des fois où je suis premier auteur et auteur correspondant. Et le Web of Science me dit, vu que je suis intéressé par ce profil, je regarde ce profil, peut-être que je suis aussi intéressé par ce profil-là. Et ensuite, on a les co-auteurs, donc les gens avec qui j'ai travaillé. Je vais expliquer ce que ça veut dire, ce beam plot là. En fait, il est assez intéressant. On prend chaque publication et donc là, en 2021, il y avait une publication. En 2023, il y en a deux. Donc, bien sûr, il faut que les publications aient été citées. Euh, et en gros, ce qu'on regarde, c'est par exemple, là, il y a une publication qui a reçu 12 citations. Elle est dans le 88e. Donc, quand on la compare à des publications similaires, elle a reçu plus de citations que 88% des publications similaires. C'est-à-dire dans le même domaine, publié la même année et le même type de document. Donc ça, c'était un article. Donc après, on a une moyenne. Donc là, c'est une moyenne pour l'année 2021. Donc il y en a qu'une. OK. Ensuite, celle-là a été moins influente comparée à des publications similaires. Et donc là, on a une moyenne. Et ensuite, on a la ligne pointillée ici, là. Dotted line, c'est la moyenne sur toutes les publications. OK. Euh, Donc voilà un petit peu ce que c'est que le BIMplot et c'est un bon indicateur sur vos publications où est-ce que vous vous positionnez. Donc là en moyenne, mes publications sont plus influentes. Bon, il n'y en a que quelques-unes,
plus influente que 77% des publications similaires. Ok. Alors, comment on gère ça? Avant de parler publication, on a aussi les peer review. Donc ça, c'est les examens par les pairs que j'ai effectués pour les journaux dans mon domaine. Donc je peux les gérer aussi. Alors, je vais parler de gestion. Gestion ici, on peut ajouter. Par exemple, celle-ci, elle a été ajoutée automatiquement par rapport à l'adresse mail. J'ai rajouté ma dissertation aussi de doctorat. On a les pré-publications qui ont été ajoutées automatiquement. Celle-là aussi, elle a été ajoutée automatiquement. Et on a aussi les conférences qui sont aussi qu'on peut rajouter. Voilà, donc comment on fait? Donc soit on ajoute la publication. Donc là, il va chercher dans la base, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Donc là, il n'a rien trouvé sur mes deux adresses mail. Donc mon adresse mail Clarivate et mon adresse mail Leiden. Ok. Je peux rajouter une publication par identifiant, soit le DOI, typiquement quand une publication elle est publiée. On peut ajouter l'identifiant de la publication dans le Web of Science. PubMed ID pour ceux qui sont dans le médical, Archive ID pour ceux qui utilisent les preprints. Voilà, donc là, si je mets le DOI de la publication, publication dans EndNote, Mendeley, Zotero, RefWorks, etc., vous pouvez les exporter et ensuite les téléverser ici. OK? Et une autre façon, c'est ORCID. D'accord? Donc là, il est déjà connecté. Si ORCID, il y a déjà des publications dans mon profil ORCID. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble ORCID pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une plateforme. Et moi, j'ai fait la synchronisation. Donc, je vais revenir ici pour vous montrer. Voilà. Add Publications. Ici. Et là, je pourrais importer les publications depuis ORCID. Alors, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Donc là, on voit, donc dans ORCID, vous pouvez faire quelque chose qui est similaire. Dire là où vous avez travaillé, là où vous avez étudié vos publications. Donc voilà les différentes publications. Et vous voyez ici, par exemple, il y en a qui proviennent de Web of Science. Donc là, elle a été ajoutée d'abord dans le Web of Science et ensuite, elle a été ajoutée à ORCID. Donc c'est une synchronisation qui va dans les deux sens. Je vais vous montrer comment on fait ça. Si je vais dans mon profil maintenant, ok, il y a quelque chose qu'on peut faire. Je vais dans Settings. Vous allez avoir ici, dans Paramètres du profil. Donc là, c'est là où vous mettez votre photo. Et là, vous pouvez contrôler un petit peu comment vous apparaissez dans la plateforme. Et là, on a la synchronisation avec ORCID. Alors vous, ici, dans ORCID Syncing, ici, ça vous mettra Connect to ORCID. Et ensuite, vous décidez comment vous voulez synchroniser ORCID avec Web of Science. Moi, j'ai tout coché. C'est-à-dire que on exporte depuis Web of Science vers ORCID. On exporte les examens par les pairs vers ORCID. Et on exporte vers le Web of Science depuis ORCID. Donc là, je peux pousser manuellement. Et là, il me dit que les 8 ont déjà été faits, donc je vais pas le faire. Mais ça peut être utile quand il y a eu des mises à jour. Par exemple, il y a, je sais pas moi, la date de publication finale, etc. Donc ça, c'est aussi possible. Ensuite, on a, donc là, moi, les mises à jour automatiques, c'est ce que je disais dans ma présentation, que ça soit les publications, mais aussi comment dire, les subventions, les bourses. Donc ça, on peut les ajouter automatiquement. Dans ma présentation, j'ai mentionné que vous pouvez aussi ajouter les examens par les pairs que vous avez fait. Je pourrais ajouter, mettre ça par exemple, je vais mettre le titre. Je peux cocher, est-ce que je veux rajouter aussi le contenu de mon examen, mon rapport d'évaluation. Voilà, donc ça, vous êtes libre. Vous pouvez aussi suggérer si vous êtes disponible pour faire les examens de manuscrits. OK. Donc là, par exemple, ici, donc là, on va chercher des journaux. Par exemple, si je veux faire les examens pour le journal Science, je peux le faire. D'accord? Et je rajoute ça à ma liste.
Et je peux voir les journaux pour lesquels j'ai déjà émis un souhait. Donc, vous voyez, la plupart, je les ai fait, j'ai mis, c'est des journaux de mon domaine, en fait. Tout ça, c'est des journaux indexés, donc Journal of Scientometrics, Research Evaluation, Infometrics, Quantitative Science Studies, Scientometrics, etc. Tout ça, c'est des journaux dans mon domaine. À part Nature Science, c'est plutôt des journaux multidisciplinaires. Et vous voyez, je les ai ajoutés récemment, septembre 2025. OK? Et donc, eux, les journaux, là, ils vont utiliser les données du Web of Science. S'ils trouvent un manuscrit qui correspond à mon profil, je sais pas moi, par exemple, Journal of Scientometrics ou Scientometrics, ils vont trouver que je corresponds au manuscrit qu'ils ont reçu, ou même, je sais pas moi, un projet de recherche, c'est une agence de financement, et ils ont besoin d'experts pour évaluer le, la proposition ou le manuscrit. Ils vont m'inviter. Donc, ils auront en gros ces données-là. D'accord? Ils auront ces données-là, ils savent que voilà, je suis actif dans ce domaine, les dernières publications qui peuvent correspondre à ce qu'ils ont reçu, et ainsi de suite. OK? Alors, il y a d'autres choses hein, dans les publications ici. On peut aussi les gérer, c'est aussi une bonne façon. On peut gérer les publications, avoir contrôler un petit peu, avoir une idée de ce qui a été fait, etc. Alors moi, j'aime bien rajouter aussi les preprints, toujours. Vous voyez ici, là, il y a la publication finale dans Scientometrics et il y avait le preprint. Et la même chose ici. Il y a eu la première version juillet 2019, le 19 juillet 2021, pardon, dans Archive, mais la publication finale, c'était novembre 2021. OK. Euh, donc on peut aussi rajouter les preprints. Et comment on montre ça dans le profil? Donc là, il y a tous les documents indexés, mais si on, dans la plateforme Web of Science, donc ça inclut des prépublications, dissertations et ainsi de suite. Mais les publications dans les journaux indexés, il y en a 6. Donc si on fait 6 plus 5 prépublications, plus une dissertation thèse, donc 6, 5, 1, ça fait 12. OK. Donc là, c'est Web of Science Core Collection, une dissertation thèse, de doctorat et ici une prépublication. OK. OK. Alors, je pense avoir fait le tour. Et bien sûr, quand on a un profil comme ça, ben, on peut le partager. Donc là, bon, QR code, mais je peux aussi télécharger le code QR ou copier le lien et le partager avec vous. Et là aussi, ce qui est intéressant, je peux télécharger ça sous forme de CV. Je peux récupérer les données si vous voulez justifier. Donc là, c'est des données qui proviennent de la base. Donc c'est pas vous qui soumettez ou qui récupérez les informations de manière manuelle. Et après, vous pouvez le partager quand, je sais pas moi, vous postulez pour un job, pour une bourse et ainsi de suite. Et ensuite, on peut même voir ici, est-ce qu'il y a des profils qui ont été créés par l'algorithme, mais qui n'ont pas encore été revendiqués. Donc là, dans mon cas, il n'y en a qu'un seul. Donc là, il n'y en a pas. Donc là, c'est une bonne chose. Comment on fait pour chercher les chercheurs? Donc il y a différentes façons, soit par nom. Alors par exemple, si je mets mon nom, ok, donc là, je vois la bonne orthographe. On va voir s'il y en a d'autres qui ont le même nom que moi. Non, donc il n'y en a qu'un seul, c'est moi. Ensuite, on peut chercher par nom, on peut chercher par identifiant si on a déjà l'identifiant. Ok. Par exemple, si je prends mon identifiant ici, ok, voilà, ça me ressort moi, donc sans surprise. Et on peut aussi chercher par institution. Donc là, par exemple, je sais pas moi, si je mets, on va mettre quelle université? Ok, on va mettre l'université Hassan de Casablanca. Ok. Là, juste pour vous montrer sur les publications les plus récentes, dans le Web of Science, on a 6000 identités. Mais sur 6319, il n'y en a que un peu moins de 10%
qui ont été dans la plateforme et qui ont revendiqué ou vérifié leur profil. Alors, soit vous cherchez sur votre nom, je pense que c'est le plus simple, ou alors vous cherchez par institution. Et moi, si je prends par exemple sur les sciences de matériaux, on va s'intéresser aux chercheurs de sciences matériaux à l'université Hassan Tani. Ici, on va prendre par exemple ce chercheur, on va prendre quelqu'un d'autre. Donc lui, par exemple, Reda, ici, il a été dans le Web of Science et il a dit c'est moi. Il a même synchronisé avec Orchid. Bon, il était en France à un moment, CEA, CNRS et ainsi de suite. Et là, il est euh, plus récemment à Casa. Et voilà, il y a même une publication qui arrive bientôt, janvier 2026. On va prendre quelqu'un d'autre juste pour vous montrer un petit peu la différence entre un profil Université centrale Florida. Donc là, c'est aussi quelqu'un qui a bougé à Cergy en région parisienne, l'UM6P, Floride et ainsi de suite. On va peut-être prendre un autre domaine juste pour voir. Ok. Peu importe, hein, je vais prendre, je sais pas, on va prendre les maths. Ok. Juste pour voir. Donc là, par exemple, si je cherche des matheux qui sont affiliés à l'Université Hassan de Casablanca, c'est simple. Là, j'ai la liste. Donc on a Samir ici. Donc lui, par exemple, il a même mis son profil. Il a créé son profil en 2015. Ok. Donc il était à Meknès, Jdida, Marrakech et plus récemment à Casablanca. Ok. Euh, donc euh, voilà. Donc lui, par exemple, il peut aller voir qu'il y a des gens ici qui qui, euh, qui lui correspondent par rapport aux publications. Et là, sans lui parler ni rien, je sais qu'il travaille beaucoup avec ces gens-là. Alors j'imagine des gens de son labo, de ses anciens labos, donc c'est un petit peu son réseau. On peut même visualiser ça si on veut. Donc là, on le voit, il a beaucoup travaillé avec Oussama et ainsi de suite. Euh, et on peut voir tous les co-auteurs si on veut. Donc là, ça va faire quand même une assez grosse liste. J'imagine qu'il a travaillé avec pas mal de monde. Euh, voilà, on va voir par exemple si on peut trier sur les publications les plus récentes. Donc voilà, c'est aussi une façon de trouver. Voilà, il a travaillé 6 fois avec cette personne qui est en Inde. Ok. Euh, et c'est aussi comme ça qu'on devient visible. On peut faire autre chose aussi, hein. Donc là, je regarde une institution ici. Supposons, on est intéressé par, je sais pas moi, on va mettre Sanofi. Donc on a plein de Sanofi. On va mettre Sanofi France, par exemple. Ok. Peu importe, hein, je mets juste une entité euh, industrielle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est Sanofi. Bon, sans surprise, c'est la pharmacologie, par exemple. OK. Donc là, j'ai une liste de chercheurs. Et pour être plus précis, ce qu'on va faire, pardon, on va mettre sur les 5 dernières années. Et ça, c'est une façon de trouver des collaborateurs potentiels. OK. Je vois qu'il y en a même qui ont reçu des financements. Je pourrais m'intéresser à eux. Ceux qui ont du financement et bien sûr qui ont publié. OK. Donc lui, par exemple, ou elle est à... Donc là, elle, clairement, par exemple, elle n'a pas revendiqué. Ça, c'est une entité ou une identité qu'on a créée automatiquement en 2022. OK. Euh, et on a même les subventions qui ont été ajoutées. Alors, si on s'intéresse aux profils qui ont été revendiqués, on peut faire ça. On peut regarder INRIA, Christophe en Australie, quelqu'un qui est un chercheur fortement cité aussi. On va prendre lui par exemple. Ah, il est peut-être plus à Sanofi, il y était, mais je pense qu'il y est plus.
On va voir quelqu'un qui est encore. J'espère qu'il y aura encore quelqu'un. On va prendre l'école normale sup de Lyon, ENS Lyon. OK. Donc ça, c'est quelqu'un qui gère son profil. Il est parti dans le Web of Science, Corentin, et il a géré son propre profil. OK. Donc voilà un petit peu l'intérêt d'avoir un profil. Ce que je vais faire, c'est parce que le temps file, on a encore quelques minutes. Je vais regarder le chat et questions, section questions-réponses. Alors, merci Touria et Kalima, j'ai vu que vous avez déjà répondu à des questions. Euh, oui, il y avait une question concernant l'accès. Je pense que ça a été rappelé. Jamel, il y a une question Oui. que je souhaite que vous y répondez publiquement pour que tout le monde ait la réponse. Sur le profil utilisé, est-ce qu'on doit le créer avec une adresse institutionnelle ou n'importe quelle adresse personnelle? Non, pas forcément institutionnel, peu importe. Mm. Moi, je vous conseille une adresse à laquelle vous avez accès parce que vous allez recevoir des alertes. C'est pas forcément votre adresse institutionnelle. Peu importe, là, mon main aujourd'hui, je peux créer mon adresse mail Gmail. Et d'ailleurs, dans le profil ici, dans votre profil, pardon, dans le settings, euh, dans les paramètres de votre compte, vous pouvez lister plusieurs adresses mail normalement. Et vous aurez une adresse mail primaire. Donc là, moi, par exemple, c'est mon adresse mail primaire, c'est l'adresse mail de l'université parce que c'est celle que j'utilise quand je soumets mes manuscrits. Mais je peux rajouter adresse mail de Clarivate, mon adresse Gmail et ainsi de suite. Peu importe l'adresse. Comme ça, quand on a un compte qui est connecté avec plusieurs adresses, ça c'est aussi possible. Parce que vous pouvez gérer, supposons que vous quittez votre institution, vous rejoignez une autre institution avec une autre adresse mail. Comme ça, au moins, vous avez la possibilité de vous connecter encore à votre compte. Donc, le mieux, c'est une adresse mail à laquelle vous avez accès. Euh, alors, une question, merci pour l'information. Quel est l'intérêt d'un compte ORCID dans la recherche scientifique? Alors, l'intérêt, c'est on peut faire de la recherche sans identifiant, sans aucun problème. L'intérêt, c'est plus vous, par exemple, si moi je vous demande, est-ce que vous pouvez récupérer rapidement toutes vos publications, et que vous savez que votre nom, il a évolué, ou il a été mal capturé par le journal, ou il a été mal capturé dans une base de données, et ainsi de suite, bah, vous allez avoir potentiellement du mal parce que il faudra lister tous les noms de famille ou les différentes orthographes, et ainsi de suite. Alors qu'un identifiant, moi je sais parce que je gère mon profil, je sais que toutes mes publications, elles sont ici. Alors, il y a d'autres choses qui manquent, par exemple des rapports, mais un rapport, typiquement, c'est pas indexé. Ça, on le verra dans d'autres bases. Euh, donc, c'est un petit peu gérer votre profil et c'est ça que vous utilisez aussi pour être plus visible. Et d'ailleurs, quand vous allez réclamer ou demander ou postuler pour avoir des bourses, par exemple, il y a des agences de financement qui vont vous demander d'avoir un identifiant parce que eux, quand ils vont faire des rapports d'analyse sur l'impact de vos publications et ainsi de suite, ils vont faire une recherche sur des identifiants, pas forcément sur des noms. Euh, veuillez nous aider à obtenir les attestations de présence des formations organisées les 8. Les 8, j'ai déjà envoyé. Le 16, j'ai pas fait de formation le 16, alors je pense que c'était quelqu'un d'autre. La présentation, elle sera envoyée. Alors, merci Kalema pour tous les liens. Et merci Toulia pour, oui, l'attestation, la présentation seront partagées avec tous les participants par email, en effet. Euh, alors, des messages concernant l'accès. Oui. Est-ce que je dois créer un compte sur le Web of Science ou bien d'autres plateformes, même si je n'ai pas encore publié mon premier article? Tout à fait, moi je vous recommande. Moi, le profil, comme je vous ai dit, je l'ai créé en 2014, mais ma première publication, la première pré-publication, elle est arrivée en 2019, il me semble, 2019. Donc, non, non, et vous pouvez créer un profil et renseigner, voilà, vos affiliations, même les domaines dans lesquels vous travaillez, et ainsi de suite. Ok, alors ça, c'était dans le chat. Est-ce qu'il y avait d'autres messages peut-être dans
la section Q&A. Ok. Jamal, Oui, alors, s'il te oui, plaît, dis-moi. je Oui. réponds juste publiquement à une question. Pour ceux qui trouvent des difficultés à créer le compte sur Eurosource, merci de nous faire une capture d'écran parce que ça nous aide énormément à comprendre l'origine du problème et l'envoyer à erconsortium@conf.cnrest.. Et moi, je vais vous mettre l'adresse sur le chat, comme ça vous l'aurez. Et assurez-vous que vous avez une adresse institutionnelle parce que dans le choix des établissements, nous avons entré tous les domaines que les universités utilisent. Donc, si vous entrez une autre adresse et l'adresse email institutionnelle doit correspondre à l'université choisie. Donc, veuillez à vérifier cela pour avoir votre compte. Sinon, vous nous envoyez vos réclamations par email avec capture d'écran. Merci. Ouais, merci Toria. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ah, il y a quelques questions légèrement hors sujet. Est-ce qu'il est nécessaire... Ok, alors ça c'est une question intéressante de Suleiman. Est-ce qu'il est nécessaire de créer aussi un profil ORCID pour pouvoir le synchroniser avec celui de Web of Science? Alors, si vous voulez synchroniser, vous pouvez créer que un profil Web of Science. Mais moi, je vous conseille aussi d'avoir le ORCID. Donc, quand vous allez ici dans votre profil, si vous voulez synchroniser, il faut forcément créer un profil ORCID. Alors, moi, c'est déjà fait, mais ici, vous allez voir, par exemple, dans ORCID Syncing, donc c'est déjà connecté, mais vous allez avoir un bouton différent qui va vous dire connectez-vous à ORCID. Et ensuite, si vous avez déjà un compte ORCID, ben, c'est fait. Il faut juste se connecter. Si ce n'est pas fait, il faut créer d'abord un compte ORCID pour pouvoir le synchroniser. Non, pas de formulaire pour les certificats de présence. Votre présence, elle est automatiquement capturée à partir du moment où vous êtes connecté. Oui, c'est ça. Merci, Kalema, sans formulaire. Euh, il y avait une autre question. Oui, bonne remarque de Reda pour ceux qui avaient des problèmes de son. Le mieux, c'est de télécharger l'application WebEx plutôt que de se connecter via le navigateur. Oui, une autre question un peu hors sujet sur la publication d'articles dans une revue classée Q1 chez Elsevier, Springer ou indexée au Web of Science. Si elle est indexée dans le Web of Science, une revue classée Q1, ça veut dire que c'est dans le monde, l'univers Web of Science, c'est-à-dire que c'est une revue déjà indexée avec facteur d'impact relativement élevé par rapport aux journaux similaires dans la même catégorie. Donc le Q1, c'est un indicateur d'un journal. C'est pas un indicateur de publication. On aura une formation complète sur le sujet. Il me semble que c'est le module 4, si je ne me trompe pas. Sur Journal Search Reports, j'expliquerai en détail tous ces indicateurs, toutes les métriques au niveau des journaux. Mais une revue classée Q1 dans le Web of Science, ça veut dire qu'elle est déjà indexée dans le Web of Science. Et c'est une revue qui est, dans son ensemble, plus influente que les revues similaires dans le domaine. Elle est dans le premier quartile, pour une année spécifique. Ok, alors je vois pas d'autres questions. Il y a quelqu'un qui demande pour le reste du programme. Alors, à ma connaissance, les formations sont annoncées progressivement sur la page Facebook de l'IMIST pour les autres modules. Euh, Je ne sais pas si vous Nous avez fait une avons, annonce nous avons complète, déjà, Toria, avec les liens oui, d'inscription.
Nous l'avons fait, au début, le lancement de la programmation globale, du cycle de formation Clarivate et tous les autres cycles et Ok, à avant chaque formation, on met le lien d'inscription donc on le met sur la page Facebook de l'IMIST, IMIST majuscule point CNRST et on le partage avec tous nos correspondants au niveau des universités publiques marocaines, donc pour le relayer auprès de vous, des doctorants. Et la prochaine session d'ailleurs sera le 5 novembre, mercredi 5 novembre, qui portera sur l'organisation de la bibliographie à travers EndNote. ok, Donc c'est notre prochain rendez-vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Je pense avoir fait le tour. Je regarde une dernière fois. Oui, alors une bonne question. Euh, oui, oui, j'ai envoyé. Alors le 9 octobre, j'ai envoyé les attestations. Si c'est, enfin, faut regarder vos spams. Euh, je regarderai encore. Vous allez recevoir les emails là. Si c'est pas le cas, vous me contactez et je vérifierai. A priori, Et, jamais les attestations de la première session ont été reçues, je pense, par la plupart des participants, pardon. Donc, à moins que si c'est passé dans le spam, ouais, c'est sinon ça. ils devraient Souvent, il faut vous regarder les spams. Ouais. contacter. Ouais. Tout à fait. Surtout les adresses Gmail, il faut regarder les autres dossiers, dossiers D'accord. social, mise à jour, promotion et ainsi de suite. Alors, D'accord. Les une- autres dates, pardon, Jamel, reviennent à d'autres formations. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, donc la formation du 8, elle est prise en charge par une autre entité, mais nous allons demander la progression de l'envoi des attestations. La formation du 16, je pense que un email a été déjà envoyé. Était déjà envoyé aux participants. J'ai reçu d'ailleurs la mienne. Donc, ça doit être fait pour tous les participants. Sinon, vous devez envoyer une réclamation aux formateurs et qu'ils affichent leurs adresses à la fin de chaque formation. C'est une formation qui ne relève pas des formations de Clarivate, donc euh, ça n'a pas de relation avec vos formations jamais. Ok, Juste pour rappel. Merci. d'accord. Euh, il y a une autre question intéressante sur j'ai créé deux comptes, est-ce qu'il y a la possibilité d'en supprimer un? Oui, sinon on peut aussi fusionner. Alors, je vais essayer de trouver un cas, par exemple, si je prends l'Université Qadir Hayat, juste comme exemple, peut-être qu'on va trouver, vous pouvez fusionner les profils, c'est possible. Euh, c'est une bonne question. Alors, supposons, bon, c'est pas le cas, mais supposons que on a celui-ci et celui-là, c'est le même. Vous pouvez voir ces deux entités comme étant combinées. C'est une bonne façon d'ailleurs de simuler la production d'une équipe quand on n'a pas trop de chercheurs. Mais on peut aussi les fusionner, d'accord? Donc là, je ne vais pas le faire parce que clairement, c'est pas la même personne. Je vais vous montrer un exemple que j'ai vu ce matin. Et on peut corriger, je vais vous montrer comment on peut faire ça aussi. Donc c'était une université ici aux Émirats Arabes Unis. Si je ne me trompe pas, on avait, je vais faire ça plutôt. J'avais le nom du chercheur. Ça arrive. Donc ça s'appelle Takach Martin. Je ne me trompe pas. Voilà. Donc on a Takach M et Takach M. Il me semble que c'est la même personne. Donc ça, souvent, c'est les bibliothécaires qui font ça. Voilà, c'est quelqu'un qui était à Prague. Euh, non, pas celui-là, mais lui, oui. Lui et lui. Et donc, en fait, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a plusieurs profils qui ont été revendiqués. Donc là, clairement, c'est la même personne, selon ce que m'a dit le bibliothécaire. Et donc là, on peut les fusionner. Donc là, je peux View as Combined Record. Ok, donc ça, c'est un profil fusionné. Et on peut aussi corriger. D'accord? Donc, soit on est
propriétaire du profil et dans ce cas-là, on peut le faire nous-mêmes. Si c'est pas le cas, on peut le faire pour quelqu'un d'autre aussi. Et donc là, on fait une requête de correction de données. OK. Et est-ce qu'on peut rajouter des publications? Oui, bien sûr. Alors, je l'ai montré tout à l'heure. Il y a différentes façons sur My Profile ici. Comment on fait? Donc, on peut aller dans on va éditer. Pardon, on va aller dans My Records. Et dans les Records, donc, on a les publications dans les bourses, on a les examens par les pairs qu'on a effectués, et ainsi de suite. Donc là, il suffit d'ajouter publication. Donc là, Web of Science va toujours essayer de trouver des choses qu'il y a déjà par rapport à votre adresse mail. Mais je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut ajouter par identifiant de publication, le DOI de la publication, même le titre. OK? Et on peut même téléverser un fichier si on a déjà les données quelque part dans un gestionnaire de références type EndNote, Refox, etc. OK. D'ailleurs, à ce propos, il y a, peut-être que ça va vous intéresser aussi, il y a un webinaire que je vais faire cette semaine. Il y en a un en français, un en anglais sur une nouvelle base, si ça vous intéresse. Ça s'appelle Research Commons. Je l'ai annoncé il n'y a pas très longtemps sur ma newsletter. Donc, vous allez trouver dans ma newsletter des guides pratiques, mais aussi les webinaires avec attestation que j'effectue régulièrement. Donc, il y en a un en anglais le 22 octobre, donc après-demain, et en français, ça sera jeudi, le 23 octobre. Je vais le mettre dans le chat. Donc, il suffit de s'inscrire ici. OK. Voilà. Donc, ça sera tout pour moi. Je regarde une dernière fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. OK. D'ici là, d'ici le webinaire de cette semaine ou le prochain module courant novembre sur EndNote, je vous dis à très bientôt. Je vous enverrai encore une fois la présentation, votre attestation, le lien vers l'enregistrement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je reviens vers vous dès que possible. Je reçois beaucoup de mails, mais je reviendrai vers vous dès que possible, Inch'Allah. Merci beaucoup, Jamel. Merci et De on rien. se donne rendez-vous la semaine du 5 novembre, C'est ça. inchallah. Dans 2 semaines, Merci, Inch'Allah. merci, merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Bon courage tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Salam alaikum.